Bien, bonjour à tous. Nous avons un petit impératif horaire qui fait que nous allons démarrer, même si la salle n'est pas remplie, loin s'en faut, mais je pense que les participants arriveront au fur et à mesure. Nous allons commencer par le mot d'accueil de notre président, Bernard Fontanel, et à l'issue, nous commencerons cette table ronde. Monsieur Fontanel. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être à l'heure. Ça permettra de faire arriver les quelques retardataires. Le mot « quelques » n'est pas suffisant, les nombreux retardataires. En 2007, le MEDEF et l'ABG Intelligence Agence lançaient l'opération « Pourquoi se priver des docteurs ?», dont l'objectif était de lever les préjugés qui freinaient de part et d'autre le recrutement et les carrières des docteurs en entreprise, dans les entreprises. 5 ans après, le changement est impressionnant. Les acteurs sont passés de la défiance à la coopération. Les réformes de ces dernières années ont également permis de construire des passerelles entre les universités et les entreprises. Chaires, développement des chiffres, mise en place du dispositif doctorant conseil. Mais il faut aller plus vite et plus loin pour relever le défi de l'économie, de la connaissance et mieux intégrer les docteurs en entreprise. Or, que constate-t-on ? Le doctorat, titre reconnu partout dans le monde, effraie pourtant encore en France. D'après les statistiques, seuls 39% des docteurs intègrent le secteur privé après leur thèse. Côté entreprise, le docteur impressionne tant par son niveau d'études, Bac+8, que par son éloignement supposé de la réalité du terrain. À l'inverse, de nombreux entrepreneurs et managers ont bénéficié d'une formation doctorale d'excellence sans avoir le réflexe ou la fierté de s'en réclamer. Pire encore, certains docteurs sont tentés de gommer leur titre prestigieux, peur d'effrayer un éventuel recruteur. Selon moi, cette attitude typiquement française est un non-sens. Outre que le doctorat est le fleuron des universités, les plus prestigieuses et les mieux classées dans le palmarès de Shanghai, ce mode de raisonnement est aux antipodes de celui, par exemple, de nos voisins allemands qui arborent avec fierté leur titre de doctor et qui obtiennent en retour toute la considération qu'ils méritent. L'expertise et le savoir-faire des docteurs, issus de la formation universitaire, devraient être autant d'atouts pour l'innovation et la recherche. Il paraît même fondamental que la France produise plus de docteurs, car c'est un élément clé de notre compétitivité. Fort heureusement, en quelques années, la perception et l'utilité de la formation doctorale a évolué de manière très positive. La situation des docteurs s'améliore sensiblement en termes de recrutement et de rémunération et des perspectives de carrière. Ainsi, 90% des CIFRE intègrent une entreprise en CDI. De grands groupes industriels embauchent désormais les jeunes docteurs à un niveau de salaire au moins équivalent à celui des diplômés des plus prestigieuses écoles d'ingénieurs. De plus en plus, des docteurs ont, au cours de leur carrière, des postes à responsabilité et intègrent les comités exécutifs. Autant de signes encourageants qui font sortir définitivement les docteurs de l'anonymat. Il s'agit désormais de développer de nouvelles possibilités de coopération et de le faire connaître aux étudiants et aux entreprises, notamment aux PME. Cet objectif de rapprochement entre les doctorants et les entreprises passe, selon nous, dans la définition des sujets de thèse concrets en rapport avec les préoccupations et les besoins des entreprises. Les futurs docteurs doivent comprendre qu'ils n'iront pas tous dans l'enseignement et qu'ils peuvent préparer dès maintenant leur immersion dans le monde de l'entreprise privée. Une action énergique en direction des entreprises s'avère au moins aussi nécessaire.
comment convaincre ces dernières de la valeur ajoutée que représentent les docteurs? Un jugement trop hâtif les conduit trop souvent à éliminer des candidats jugés trop intello ou trop loin des réalités du terrain. Or, les entreprises ont tout à gagner de la présence du docteur dans leurs équipes. On imagine facilement que le plus gros du travail à réaliser est bien entendu en direction des PME, qui souvent considèrent à tort qu'elles n'ont pas vocation à accueillir des chercheurs. Il faut donc valoriser les compétences des doctorants, encore trop souvent sous-estimées par rapport à celles des élèves issus des écoles de commerce ou d'ingénieurs. Une communication ciblée sur la valeur ajoutée que les doctorants apportent à leur entreprise doit être réalisée. Il faut également faire prendre conscience à ces mêmes entreprises que pour celles qui travaillent à l'international, la présence d'un docteur dans les équipes représente réellement un argument supplémentaire. Nous collaborons étroitement avec l'Université de Lyon, qui œuvre de longue date pour cette belle cause, ainsi que l'IAE de Lyon, que je sais particulièrement motivé pour promouvoir la formation des doctorants en sciences humaines et sociales. Ensemble, nous avons lancé en février dernier les premières rencontres futurs doctorants entreprises en Rhône-Alpes. Cette opération inédite, intitulée Docteur Entreprise, avait deux objectifs. Sensibiliser les étudiants futurs doctorants à l'opportunité de réaliser leur thèse sur une problématique d'entreprise. Deuxièmement, leur permettre de dialoguer individuellement avec 10 entreprises partenaires afin de découvrir leur offre de thèse. Pardonnez-moi. Nos équipes préparent actuellement la 2e édition qui aura lieu le jeudi 28 mars 2013. Saisissez cette opportunité pour rencontrer le futur doctorant qui boostera votre innovation. Avant de céder la parole à nos témoins, doctorants et entreprises, je souhaite leur adresser notre sincère remerciement pour le témoignage qu'ils ont accepté de nous livrer, ainsi que pour leur présence à nos côtés ce matin. Je salue également M. Henri Montes, délégué régional à la recherche et à la technologie, ici présent. Merci enfin à nos partenaires de l'Université de Lyon, l'IAE Lyon, l'ARDI, pour leur concours dans l'organisation de cet événement. Multiplier les opportunités d'insertion professionnelle des docteurs dans les entreprises afin de favoriser l'innovation et la recherche. Tel est bien le défi que nous vous proposons de relever tous ensemble. Merci. Merci, Président. Avant de démarrer nos échanges, je vous propose un rapide tour de table pour que chaque participant puisse se présenter à vous. Donc, en quelques mots, je vous demanderai les uns et les autres de vous présenter, je ne sais pas si je commence par la droite ou la gauche, et de nous indiquer à la fois votre activité, puisque vous êtes tous chefs d'entreprise, et d'autre part, votre formation, puisque ça nous intéresse aussi dans le contexte de cette réunion. Je commence par Monsieur Acide. Merci. Donc, Marc-Jérôme Acide, je suis docteur en géographie, je dirais presque en sciences de l'environnement, puisque initialement j'ai une formation en sciences de la vie et de la terre. Et à la suite de ma thèse, j'ai créé mon entreprise, donc une entreprise individuelle qui s'appelle Altern Impact. Et donc je travaille dans le domaine de l'environnement, tout ce qui touche à la gestion de l'eau, à la protection de la faune, de la flore, etc. Et dans le cadre de mon activité, j'agis plus comme consultant, et donc je fais appel parfois à des docteurs, des doctorants, mais aussi des ingénieurs. Bonjour, donc je m'appelle Norma Serra, j'ai une entreprise que j'ai créée en 2003 qui est Arwen Technologies, qui est une entreprise d'informatique et de conseil. Et je l'ai créée après avoir passé plus de 17 ans chez IBM comme ingénieur d'affaires, et auparavant j'avais fait Sciences Po Lyon. Merci. Bonjour, je m'appelle Frédéric Mercier, donc je suis directeur opérationnel chez Sonovision Ligeron, donc c'est un groupe de 1500 personnes. Pour ma part, je gère donc une petite équipe d'une vingtaine de personnes
qui est dédié aux risques environnementaux et à la sécurité des infrastructures. Précédemment, donc, j'ai fait une thèse pour l'IFP, donc en 96, et ensuite j'ai travaillé quelques temps au bureau d'études et à l'école des mines de Paris. Bonjour, Claire Faure. Donc moi j'ai un cursus un petit peu plus particulier parce que je suis une étudiante de Lyon 3 qui a terminé ses études en même temps qu'elle a monté sa société et en même temps que j'ai décidé de faire un doctorat. Donc je suis doctorante et également chef d'entreprise sur un secteur d'activité qui est donc les nouvelles technologies et le conseil en stratégie numérique. Donc un réel besoin pour notre entreprise aujourd'hui, puisque aujourd'hui on est une équipe de 11 personnes, de pouvoir justement avoir des ressources fortes sur toutes les problématiques émergentes grâce au réseau d'information qui est en train d'émerger. Bonjour à toutes et à tous, je suis Michel Grivel, je suis chef d'entreprise, entreprise que j'ai créée en 1978, donc ça fait déjà quelques temps, et qui est éditeur de Progiciel. J'ai en 1980 soutenu une thèse en sciences de gestion dans le domaine des systèmes d'information. C'est pas ce qui m'a conduit à créer l'entreprise parce qu'elle était déjà créée, mais ça m'a effectivement guidé dans un certain nombre de projets, et je voudrais donc vous en parler un petit peu ce matin. Voilà, merci à tous pour cette présentation. Alors, avant que vous nous expliquiez les uns et les autres les raisons pour lesquelles vous embaucheriez ou vous avez embauché pour certains d'entre vous des doctorants, je voudrais revenir sur la démarche qui est la nôtre aujourd'hui et qui est un peu différente de celle que nous avions adoptée l'année dernière à l'occasion de la première édition de notre opération Docteur Entreprise. L'année dernière, nous avions directement mis en relation des entreprises avec des jeunes doctorants en disant aux jeunes doctorants, on vous propose, on vous présente des missions d'entreprise et partant de ces missions, vous allez vous positionner par rapport à celles-ci. Et puis, en comité de pilotage, c'est Monsieur Grivel, ici présent, qui nous a fait observer que dans notre démarche, il y avait un processus qui manquait. C'était la mise en relation préalable de l'entreprise avec les laboratoires de recherche avant d'aller chercher les doctorants. Et donc, constatant qu'il y avait une faille dans notre processus, nous avons souhaité l'améliorer cette année. Et c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons ce matin dans le cadre des rendez-vous Carnot. Nous remercions d'ailleurs les rendez-vous Carnot qui nous accueillent, dans l'idée précisément d'inciter les entreprises à se mettre en relation avec les laboratoires de recherche dès lors qu'elles ont un projet innovant et de bâtir ensemble une mission qu'ils pourront dans un deuxième temps, c'est-à-dire le 28 mars, à l'occasion du salon Docteur Entreprise, présenter à des jeunes doctorants. Donc Michel, si vous pouvez développer un peu cet aspect de l'évolution du processus. À vous, docteur. Merci. Bon, je vais vous raconter un petit peu notre histoire et puis très rapidement, rassurez-vous, et puis en tirer quelques enseignements et quelques réflexions. C'est en 1993, donc notre entreprise avait déjà 15 ans. Nous avons rencontré des services, nous sommes éditeurs de Progiciel dans le domaine des collectivités locales et territoriales, et on avait rencontré des directions de services techniques, et notamment dans le domaine des systèmes d'information géographique. Et en discutant avec les personnes, j'avais observé une carte toute délavée sur le mur du bureau où nous étions. Et nous savions que la mairie avait dépensé beaucoup d'argent pour numériser ces données géographiques. Et je fais la réflexion au directeur en disant, maintenant que vous avez les logiciels qu'il faut et que vous avez fait cet investissement, vous allez pouvoir diffuser véritablement de façon tout à fait correcte l'information géographique sur des cartes. Alors, ce n'était pas encore les cartes sur écran, mais c'était au moins les cartes sur les murs. Et la personne me répond, ne croyez pas ça, mon bon monsieur, nous avons effectivement numérisé notre cadastre et tutti quanti, mais nous n'avons pas véritablement de possibilité de diffusion. Et en sortant avec mon directeur technique, je lui ai dit, écoute, là, il y a quelque chose à faire. Notre première réflexion, on ne connaissait rien au système d'information géographique. Donc c'est véritablement un questionnement
et une réflexion de départ, et sans doute une envie d'innover qui a fait que nous nous sommes posé la question de savoir si on pouvait faire quelque chose dans ce domaine. Deuxième élément de réflexion, et là je pense que c'est ma formation qui m'a guidé, en l'occurrence, c'est de dire, plutôt que de réfléchir dans notre coin, on va ouvrir les portes. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup plus de moyens d'ouvrir les portes. Il y a non seulement d'aller dans les universités, voir les laboratoires de recherche, mais il y a les clusters, il y a les pôles de compétitivité, il y a le travail collaboratif avec les entreprises. Mais je crois que l'idée maîtresse de ça, c'est d'ouvrir les portes. C'est-à-dire d'aller voir d'autres intelligences, même si c'est des gens qui sont effectivement intellectuellement, qui peuvent être assez éloignés de nous et de notre problématique de rentabilité à terme. Donc nous avons rencontré plusieurs laboratoires, et heureusement nous en avons rencontré un à l'INSA, donc qui est pas loin d'ici, tout près d'ici, et qui était le laboratoire LISI à l'époque, et nous avons parlé de notre préoccupation, de notre envie aussi, de notre envie d'innover. À ce moment-là, les gens du laboratoire travaillaient sur les volcans du Mexique, donc ils étaient éloignés de nous, ils avaient des préoccupations tout autres, mais notre travail en commun a été de trouver un terrain commun qui nous permettait de relier nos objectifs aux leurs. Et on a fini par trouver ce terrain d'entente en se disant, bon là, on va travailler ensemble pour explorer. Explorer, ça veut dire que là, l'esprit d'innovation était passé à l'esprit de R&D. Et R&D, c'est d'abord prendre son temps. Donc on a chercher bien évidemment des financements, on est allé voir l'ANVAR, on est allé voir le CIFRE, et là on se rend compte quand on a cette démarche qu'on peut trouver véritablement des soutiens de toute nature, y compris financiers. Je crois que là il ne faut pas hésiter quand on est patron de PME, donc il faut y aller et il faut continuer véritablement cette démarche. Donc nous avons intégré un chercheur, puis ensuite 2, donc doctorants qui ont passé leur thèse chez nous. Autre aspect tout à fait positif, c'est vrai qu'en tant que PME, nous avons véritablement un terreau qui réconcilie la vie d'entreprise avec la vie de recherche. La recherche appliquée, la recherche active, la recherche de terrain, ça existe. Et c'est véritablement à nous d'apporter ce terreau. Et je crois que j'ai particulièrement pris conscience de ce problème-là, de ce point-là, à l'occasion de cette expérience. Donc nous avons pris notre temps. Ça a duré presque 10 ans. Et nous nous sommes retrouvés en 2001 avec un prototype qu'on a appelé Aigle, qui heureusement vit toujours, un prototype qu'on a appelé Aigle et qui est un générateur d'applications géographiques. Donc vous voyez le lien entre cet outil logiciel et l'idée de départ. Génération géographique, ça veut dire permettre à quiconque de générer des jolies cartes, et aujourd'hui on a le web en plus, générer des jolies cartes lorsque l'on a dépensé beaucoup d'argent pour numériser ces données géographiques. Donc on a débouché là-dessus. Depuis, on a breveté cet outil au niveau international. Donc ça a ouvert l'entreprise à l'international, et ça m'a beaucoup plu, parce que moi j'étais un peu triste de travailler uniquement pour les administrations françaises, étaient enfermées. J'ai eu souvent l'impression d'être enfermé dans notre hexagone. Donc ça nous a donné une possibilité internationale. On a créé une filiale. On lui a donné le nom de Business Géographique, parce que ça permet d'ouvrir aussi des portes à l'étranger. Et puis en 2001, donc, nous avons trouvé un dirigeant. Et depuis, donc, c'est une société qui vient d'ailleurs de faire sa première croissance externe la semaine dernière et qui va compter maintenant 40 personnes pour faire 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bon, dans le domaine du logiciel, c'est important. Ça pourrait être beaucoup plus, bien évidemment. Nous exportons aujourd'hui quelques-uns de nos produits dans 50 pays. Donc, vous voyez, à partir d'un questionnement, à partir d'une envie d'innover, avec une démarche de recherche, eh bien, on aboutit à une filiale de notre groupe qui aujourd'hui fait 220 personnes. Filiale de notre groupe qui est une filiale véritablement en or et qui compte 40 personnes. Donc, je crois que ça mérite véritablement d'avoir cette démarche, encore une fois, parce qu'il y a des soutiens, il y a des aides, il y a des fenêtres ouvertes, il y a des intelligences qui communiquent, et tout ça, c'est extrêmement important et extrêmement vivifiant. Nous avons recommencé d'autres recherches depuis, nous avons intégré en tout 5 chercheurs. Bien entendu, ils ne sont pas tous restés dans l'entreprise, mais un chercheur, un doctorant qui reste une dizaine d'années, qui tente, lui, à son niveau personnel, à la limite, de voir s'il a un goût pour l'industrialisation, de ce qui a fait de l'objet de sa recherche. C'est pas gagné tout le temps, mais à la limite, c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'une structure se développe, et là, pour le coup, une structure s'est développée, je vous dis, fait travailler 40 personnes. Voilà, donc je voulais vous témoigner de ça.
Je n'insiste pas parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes, mais si vous avez des questions, évidemment, je serai prêt à y répondre. Merci. Merci Michel. Comme le temps nous est compté, on ne va pas pouvoir prolonger très longtemps, mais j'aurais aimé simplement que vous développiez un aspect qui est les conseils que vous donneriez à une entreprise qui souhaite, je dirais, confier une mission de recherche, un projet innovant, à un jeune doctorant dans le processus et dans la marche à suivre. Quels conseils vous lui donneriez ? Bon, alors je crois que je l'ai un peu dit, je l'avais dit dans les réunions préparatoires. La première chose, c'est d'aller chercher les laboratoires. La deuxième chose, c'est, et aujourd'hui dans les clusters, les pôles de compétitivité, il y a quand même des outils et des possibilités de relations qui sont très importantes, parce que souvent la recherche aujourd'hui, ça ne concerne pas qu'une seule entreprise. Donc je reviens sur l'expression, c'est ouvrir les portes et les fenêtres. Donc la recherche du laboratoire. La deuxième chose que je conseillerais, c'est de rechercher là où les doctorants avec le laboratoire. Ça aussi, ce n'est pas une partie facile parce qu'on n'a pas les mêmes logiciels dans la tête, hein, on ne fait pas tourner les mêmes rouages, mais c'est intéressant de travailler comme ça. Et ensuite, donc, véritablement, de poser le problème au doctorant, de lui demander de relever le challenge avec nous et de le mettre dans cette situation qui relie véritablement la recherche à l'entreprise. Ça, c'est parfaitement possible. De toute façon, on est coincé à le faire. Je pense que la réussite de nos entreprises, ça passe forcément par l'innovation. On ne peut pas simplement se permettre de faire ce que d'autres font. Il faut faire mieux. L'innovation peut toujours exister. Hein. Le concours Lépine existe toujours. Il y aura toujours des professeurs d'imbus. Mais 9 fois sur 10, l'innovation est suivie de la R&D. Ce sont deux choses différentes. Il faut considérer que ce sont deux choses différentes. Mais là, il faut y aller. Voilà. Bien, merci Michel. Je retiendrai deux choses principales de votre intervention. La première, c'est que les doctorants, comme vous l'avez vu, ne sont pas réservés à la grande entreprise, puisque, y compris la PME, peut y trouver son intérêt. La deuxième chose, je pense qu'il faut retenir, c'est que si vous avez un projet innovant et le souhait de recruter par la suite un doctorant pour conduire ce projet, la première des choses qu'il convient de faire, c'est se rapprocher des laboratoires de recherche. Voilà, et c'est l'objet du salon dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Je voudrais maintenant donner la parole à Claire Faure, qui est elle-même doctorante, comme elle l'a dit, de façon à ce que, Claire, vous puissiez nous dire en quelques mots pourquoi, finalement, vous, dans le cadre de votre activité, vous seriez amené ou intéressé à recruter un doctorant éventuellement. Est-ce que c'est uniquement parce que vous avez cette formation ou est-ce qu'il y a d'autres raisons, si vous pouvez développer ? Merci. Alors oui, moi, pour ma situation, c'est le doctorat, quelque part, qui m'a donné envie de créer une société. C'est-à-dire que à la base, après mes études de droit, une grosse problématique est arrivée sur la diffusion de l'information et sa viralité sur Internet, au niveau international. Et donc, comment régler ce problème juridiquement au niveau français, mais également en droit international. Donc une vraie problématique de fond qui touche à la réputation et à la communication des entreprises en règle générale au niveau mondial. Et puis surtout, voilà, comment arriver à trouver les bonnes solutions. Aujourd'hui, en droit, il n'y a pas de règles établies, ni même au niveau français, ni même au niveau européen, qui puissent répondre à ces problématiques. D'où la motivation pour faire une recherche et donc un doctorat. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, cette diffusion d'informations qui est liée à Internet, donc quand on parle de ça, on parle des réseaux sociaux, on parle de l'accessibilité ubiquitaire qu'on a aujourd'hui avec nos mobiles et autres. Et donc, on s'aperçoit que sociologiquement, et même en termes d'innovation, c'est en train de bouleverser les choses. Quand on regarde, par exemple, les révolutions arabes, on s'aperçoit que ce sont les réseaux sociaux, l'accessibilité à l'information qui a permis ces révolutions-là. Donc, sociologiquement, ça a des impacts qui sont extrêmement importants. Aujourd'hui, on travaille également beaucoup avec des collectivités, à savoir des villes, des communautés de communes, qui ont des objectifs forts concernant justement leur augmentation démographique, l'attractivité de leur territoire, etc., etc. Donc, finalement, on a une problématique qui est
intrinsèquement, j'ai envie de dire, sociologique, politique, et d'où la nécessité pour nous d'avoir des personnes extrêmement compétentes dans ces secteurs d'activité-là. Aujourd'hui, pour peut-être un métier qui parle beaucoup, qui parle plus ou moins de notre activité, en termes opérationnels pur et dur, c'est ce qu'on va appeler un community manager. Un community manager, c'est quelqu'un qui va prendre la parole au nom d'une marque ou au nom d'une collectivité sur les réseaux sociaux et qui va fédérer, ça va être un ambassadeur, et qui va fédérer donc cette communauté aux valeurs de la marque ou de la collectivité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut réellement confier ce type de métier, ou au moins la stratégie qu'il y a en amont, avant de les publier, est-ce qu'on peut vraiment confier ça à des personnes qui finalement n'ont pas de compétences réellement dans les impacts que ça va pouvoir avoir, aussi bien au niveau de l'entreprise qu'au niveau, encore une fois, de l'État ou de la collectivité, au niveau administratif. Donc il y a ce côté-là, on va dire, sociologique. Il va y avoir aussi le côté cognitif. Aujourd'hui, on est aussi sur là, on va faire passer un docteur, justement, qui a une spécialité sur les sciences cognitives. Donc, voilà, pour pouvoir justement comprendre et pouvoir prévoir aussi les attentes du marché, puisque on est sur un secteur qui évolue sans cesse et où la recherche est fondamentale pour nous, pour justement pouvoir prévoir tout ça. C'est simple, aujourd'hui on dit que les métiers de l'Internet, pour parler largement, qui existeront dans 10 ans, n'existent pas encore. Donc, c'est aux doctorants aujourd'hui, aux universitaires et aux étudiants d'aujourd'hui de s'ouvrir un peu à ces problématiques-là et de pouvoir peut-être essayer d'arriver à trouver des solutions pour le futur et pour les problématiques qui vont émerger. Concrètement, moi, ça a été avec les problématiques juridiques, puisque j'étais issue d'une formation de juriste, et donc comment étendre et trouver des solutions à ce niveau-là. Voilà. Merci de votre témoignage. Donc, je pense qu'il a un mérite, votre témoignage. C'est qu'il montre qu'on peut être à la fois doctorant et chef d'entreprise. Et ça tord le cou à une idée communément répandue selon laquelle les doctorants et a fortiori les thésards seraient des intellos et qu'ils n'auraient pas, je dirais, d'atterrissage concret. Or, quand on est chef d'entreprise, je crois que la caractéristique première, c'est le pragmatisme qui les caractérise. Donc, vous êtes l'illustration qu'il est possible d'être docteur ou doctorant et chef d'entreprise. Deuxièmement, vous avez recruté un doctorant en sciences cognitives. C'est en cours. C'est une science, vous m'excuserez, mais c'est une science dure ou c'est une science molle, la science cognitive? C'est difficile à dire. Mais l'idée, c'est de montrer aussi que souvent, on pense, quand on pense thèse ou sujet de thèse, on pense surtout aux sciences dures et on pense que la thèse pourra être appliquée en entreprise dans des domaines exclusivement scientifiques. Je pense qu'il faut rappeler aussi ici qu'il y a aussi des doctorants qui peuvent apporter une plus-value à l'entreprise dans le domaine des sciences dites, selon un terme affreux, des sciences molles, mais dans des domaines, en tout cas, qui ne sont pas des domaines scientifiques à proprement parler. Je voudrais maintenant donner la parole à mon voisin de gauche, qui s'appelle Frédéric Mercier de la société Sonovision, et après qu'il ait rappelé donc son activité, qu'il puisse nous dire en quelques mots les raisons pour lesquelles les doctorants sont un plus au sein de son entreprise et pourquoi il en recrute. Merci. Donc, mon activité, pour la rappeler, donc, on fait beaucoup de prestations intellectuelles donc, sur tout ce qui est risque lié à l'environnement et donc à la sécurité des infrastructures. Alors, en quoi un docteur peut être intéressant pour notre activité? Donc, un docteur, bien souvent, lorsqu'il fait une thèse industrielle, il ne va pas se focaliser sur un seul champ de compétences. C'est-à-dire qu'il ne va pas regarder un certain point, je ne sais pas moi, un mode de résolution de l'équation de Schrödinger, par exemple. En général, il va avoir un problème interdisciplinaire qui fait appel à plusieurs choses. Donc on va avoir d'un côté, par exemple, du génie des procédés, de l'autre côté, de la mécanique des fluides. Vous aurez d'autres éléments, de la thermique, enfin je ne sais quoi. Tout ça fait que le docteur va être obligé de s'immerger dans plusieurs disciplines à la fois.
Et ensuite, quand il amènera cette compétence en entreprise, il aura la capacité à basculer, ou en tout cas avoir une ouverture vers chacune de ces disciplines. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Donc, on a embauché donc, chez nous pour une thèse CIFRE quelqu'un qui faisait de la géographie pour étudier les meilleurs itinéraires du transport de matières dangereuses. Donc ça rejoint un peu les problématiques de SIG de monsieur. Donc cette personne a effectivement rédigé sa thèse. En parallèle, il s'est piqué au jeu sur des prestations intellectuelles qui étaient un petit peu en marge. Donc il a commencé par faire des études de danger, de transport de matières dangereuses. Puis il est passé aux études de danger associées au barrage, au ouvrage hydraulique. Donc vous voyez, on commence à balayer complètement le champ, tout en rédigeant sa thèse. Et puis maintenant, donc, on a fait de cette personne-là le responsable de cette activité études réglementaires. Donc il a 4 personnes dont il s'occupe, qu'il gère, et il va soutenir sa thèse prochainement. Donc ça donne vraiment un éclairage sur les capacités à passer d'un domaine à l'autre, peut-être par transformation homologue. Hein, on voit à peu près les points qui peuvent être contigus entre chaque discipline, et donc ça permet vraiment une facilité à passer d'un domaine à l'autre. Alors l'autre point que je vois moi dans un intérêt à recruter un docteur, c'est qu'un docteur, bien souvent, sa thèse, c'est pas son directeur de thèse qui l'a fait, c'est lui. Et souvent il l'a fait seul. Enfin, dans certains cas, le directeur de thèse est à 200 ou 300 km. Il se voit une fois tous les mois. Donc il y a tout un travail de réflexion, de rédaction qu'il va faire tout seul. Et ce travail-là, c'est un travail complètement autonome qu'il sera capable ensuite d'amener dans l'entreprise. Donc il sera capable d'être autonome, de travailler seul, et bien souvent avec des capacités de travail qui sont supérieures à la moyenne. Donc voilà. Et puis le dernier point moi que j'avais en tête, c'était au niveau du savoir-faire et du faire savoir. Donc un docteur, ça le savoir-faire, bien évidemment, mais souvent il l'étaye par des campagnes de publication, des articles et tout ça. Donc il sait faire savoir son travail. Et ce travail de rédaction, de faire connaître un petit peu ces choses, il pourra également l'appliquer au monde de l'entreprise et surtout vers l'extérieur, vers les clients, vers les fournisseurs ou dans des colloques. Voilà, moi c'était un petit peu les 3 points que j'avais en tête. Merci de votre témoignage. Je pense qu'il y a un point important qu'il faut en retenir, c'est cette idée, là encore, que trop de gens ont trop souvent, selon laquelle le doctorant ou le thésard serait un hyper spécialiste d'un sujet donné. Or, votre témoignage témoigne que précisément, il a cette capacité, compte tenu, je dirais, de la hauteur de son niveau d'études, à appréhender divers sujets et à sortir, en quelque sorte, de son domaine de spécialité. J'avais une petite question à vous poser. Est-ce que vous avez une activité à l'international dans votre entreprise ? Parce que ce que je voulais savoir, c'est est-ce que le fait d'avoir des docteurs dans vos équipes ou des doctorants était un plus et un atout dans vos conquêtes de marché à l'international ? Alors nous avons au niveau du groupe une activité à l'international. Par contre, elle est très restreinte au niveau de de ma direction, puisqu'on est principalement franco-français. On souhaite effectivement se développer vers l'international, mais pour l'instant, donc on n'a pas eu à mettre à contribution des docteurs dans ce domaine. Je vous posais cette question parce qu'on dit souvent que si en France les docteurs sont entre guillemets un peu honteux, à l'inverse, dès qu'on va conquérir des marchés à l'international, il devenait indispensable d'avoir des docteurs dans ces équipes parce que à l'étranger et singulièrement dans certains pays comme l'Allemagne ou la Chine, le titre de docteur est un atout et un plus considérable. Je continue notre petit tour de table et je passe la parole à Norma Serra. Si vous pouvez nous redire en 2 mots votre activité. Et puis, je crois que vous avez recruté un doctorant l'année dernière, que vous puissiez nous dire en quelques mots le bilan que vous faites de ce recrutement 1 an après, si vous vous en félicitez ou si vous avez quelques remarques moins positives à formuler. Alors donc, comme je le disais, mon entreprise a démarré en mars 2003.
dans l'informatique et on a toujours été sur des projets innovants. Mais innovant, c'était de l'innovation sociale. Donc, par exemple, on a fait un travail avec l'Éducation nationale pour que les enfants malades sur l'Académie de Lyon puissent continuer leur scolarité pendant leur période où ils sont malades. Par exemple, à l'époque, c'était à Debrousse, maintenant, c'est au Nouvel Hôpital. On avait fait aussi un autre projet innovant avec les enfants de Rome. La scolarisation était assez difficile et donc on avait essayé de faire venir des camions dans des espaces où les Roms étaient et avec à l'époque c'était des satellites pour qu'ils puissent se connecter à Internet, se connecter à leur école de rattachement. Et donc à chaque fois on avait des projets innovants, mais on se disait non mais on n'est pas des chercheurs. Et puis en particulier on pensait que la partie crédit impôt recherche était réservé à des gens qui étaient sur des sciences dures. Et donc l'année dernière, je suis venue à la précédente réunion du MEDEF et on nous a un petit peu expliqué ce qu'il en était, ce qu'on pouvait faire. À la suite de ça, je me disais mais comment pourrais-je rencontrer un docteur? Parce qu'on ne met pas une annonce sur Monster en disant je veux un docteur. J'ai l'impression que ça convenait pas bien parce que des projets innovants, on en avait encore. Et donc là, j'ai été accompagnée par une personne que je connaissais depuis longtemps, qui est la dirigeante du cabinet Via Creatis, qui s'occupait de l'accompagnement des docteurs. Et on n'avait jamais pensé à travailler ensemble. Et là, on était venus ensemble à la réunion. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu pourrais m'aider? Donc, elle m'a mis en lien, effectivement, avec des laboratoires, avec l'université. Et on a eu un docteur qui s'est présenté, qui était quelqu'un qui était très dynamique. Et à l'époque, je me disais, oui, mais il faut encore que je monte mon dossier pour savoir si ça va être accepté. Et j'avais énormément de travail. Et je voyais que ça allait s'enterrer dans le genre, oui, c'est un projet qu'il faut faire, mais on le fera dans 2 ans parce que pour l'instant, j'ai pas le temps. Et la personne était vraiment dans l'esprit, c'était pas un docteur qui disait, moi, je veux faire que ma recherche. La personne était dans l'esprit de dire, mais je suis là pour vous aider. Et donc, je lui ai dit, venez dès lundi et vous allez monter le dossier avec nous. Et je crois que ça a été un facteur de succès parce que on a fait un rescrit fiscal, ça c'est important parce que mon entreprise est petite, donc je ne pouvais pas me permettre de dire dans 2 ans peut-être que ça ne va pas être accepté, que je ne vais pas avoir... Donc je me suis dit je vais demander aux impôts aussi ce qu'on veut faire et du domaine de la recherche. Et à partir de ce moment-là, on pourra travailler. Ça a été le cas, donc depuis, le projet démarre juste à la rentrée de cette année. Merci. Le rescrit fiscal, c'est une procédure de sécurisation juridique. Voilà. Donc c'est un petit conseil qu'on peut donner aux PME notamment qui embauchent un doctorant. Je voudrais, merci de votre témoignage, terminer ce tour de table en donnant la parole à Jérôme Acide. Vous, Jérôme, comment est-ce que vous en êtes passé du stade de doctorant, puis docteur, au stade de créateur d'entreprise? Et comment est-ce que vous accompagnez un doctorant dont on dit souvent qu'il n'a pas, je dirais, la connaissance de l'entreprise pour l'aider à s'acclimater au monde de l'entreprise et à devenir rapidement opérationnel? Merci. Oui, alors donc c'est à la fin de ma thèse, donc en 2006, j'avais travaillé avec un certain nombre d'acteurs de terrain, notamment dans les stations de ski. Et je me disais à la fin de cette thèse, c'est quand même dommage de ne pas pouvoir valoriser toutes ces données. Et donc j'ai décidé de créer mon entreprise pour répondre à une demande que j'avais pu identifier sur le terrain, d'où la création de mon entreprise. Alors une des missions que j'ai pu réaliser, c'est pour Domaine Skiable de France, qui est la chambre syndicale des opérateurs de domaines skiables qui représente l'ensemble des stations de ski françaises. Donc ils m'ont demandé de réaliser un référentiel sur la qualité de l'eau pour la production de neige de culture. Donc un domaine assez ciblé. Et qui a nécessité un travail de recherche appliquée complémentaire. Alors ce que je dois dire, c'est avec une certaine modestie que je parle aujourd'hui, puisque je ne suis pas pour l'instant en situation de recruter un doctorant. Néanmoins, dans le cadre des missions que je réalise actuellement, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, je fais appel à des doctorants ou à des docteurs pour réaliser ces missions. Donc ce sont des personnes que j'ai connues au cours de ma formation,
dans le cadre universitaire, et donc que je connais aussi bien pour leur qualité professionnelle, c'est-à-dire pour leur savoir-faire, et également je les connais pour leur qualité humaine. Et c'est là-dessus que je veux insister, je crois que ça a été dit un peu précédemment. Je crois que quand vous recrutez quelqu'un dans votre entreprise, il y a certes son savoir-faire, mais il y a aussi, vous le recrutez aussi en fonction de ses qualités humaines, et je ne peux que insister là-dessus. Moi, je travaille avec des doctorants et des docteurs aussi parce que je les connais. Un autre point qui me semble extrêmement important, c'est pourquoi faire appel à un docteur dans le cadre d'un futur doctorant dans le cadre d'un contrat CIFRE. C'est pour la double connaissance qu'il va avoir. Connaissance du monde universitaire et toute la méthodologie qu'il va apprendre derrière, mais aussi connaissance de l'entreprise. L'entreprise est vraiment quelque chose de spécifique que moi-même j'ai découvert depuis donc environ 5 ans. Et je crois qu'insérer très tôt un jeune chercheur dans votre entreprise, c'est aussi permettre qu'il connaisse et qu'il soit au plus proche de vos besoins et des demandes exprimées par l'entreprise. Voilà, donc c'est pour ça que je parle de cette double connaissance qu'il va acquérir au cours de son doctorat, et je pense que vous en ferez par la suite un meilleur collaborateur et qui pourra, on peut l'espérer, poursuivre dans le cadre de votre entreprise. Donc, embaucher jeune ou accueillir jeune un doctorant de manière à lui donner la connaissance du monde de l'entreprise le plus rapidement possible, avec en perspective un atout intéressant, c'est d'avoir au sein de son entreprise un collaborateur qui ait cette double connaissance, à la fois du monde universitaire dont il est issu et du monde de l'entreprise. Et de façon à ce qu'ensuite, si vous devez recruter des doctorants, ils puissent faire cette liaison entre le monde universitaire et le monde de l'entreprise. Là, je voudrais revenir à vous, Michel. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette difficulté de communiquer entre le monde universitaire et le monde de l'entreprise? Parce que dans le fond, c'est souvent ce problème qui se pose au moment d'accueillir un doctorant, c'est qu'on a 2 univers qui parlent des langages différents et pour lesquels il faut, je dirais, rapprocher les langages pour finir par se comprendre et à réaliser un projet en commun. Quels conseils on peut donner dans ce domaine-là ? Oui, ce que je voudrais dire, faire écho un petit peu à ce que j'ai entendu déjà, ça va répondre en partie à la question. Je pense que lorsqu'une entreprise est structurée, elle n'a certainement pas besoin de demander à son doctorant d'être un mouton à 5 pattes. C'est-à-dire en fait d'être à la fois quelqu'un qui aime la recherche. S'il est doctorant, c'est effectivement qu'il a un goût pour la recherche. S'il faut en plus lui demander d'avoir un goût pour l'entreprise, ça risque d'être assez difficile pendant au moins la période de temps. Tout ça, ça va venir avec le temps. Alors, je conçois parfaitement que lorsqu'on est une jeune entreprise, que les effectifs sont très limités, qu'on soit à la recherche de ça. C'est vrai que si on peut trouver à la fois quelqu'un qui a véritablement cette dimension recherche, mais également un goût pour la pratique de l'entreprise et qui comprend assez vite les tenants, les aboutissants d'une PME, c'est très bien, mais ce n'est pas toujours possible. Quand on a une équipe plus structurée, même quand on est une PME, on peut se permettre véritablement d'embaucher des doctorants qui n'ont pas forcément, au départ, toutes ces qualités-là, et on verra avec lui, on grandira avec lui, et il se positionnera par rapport à l'entreprise plus tard. Donc je crois qu'il ne faut pas avoir peur par rapport à ça. Je voulais également insister sur le fait que, et je fais écho à ce que disait M. Mercier, il y a quelque chose d'unique et de fondamentalement important lorsqu'on fait une démarche de recherche et qu'on intègre un doctorant. Ce qu'on ne fait jamais dans l'entreprise, c'est l'état de l'art. Quand on fait une thèse, la première partie de la thèse, c'est d'aller chercher ailleurs si ce qu'on a imaginé n'a pas déjà été fait. Et ça, c'est au niveau mondial. Tout à l'heure, on parlait de publication, d'aller véritablement participer à des congrès internationaux, nationaux et internationaux, où on met avec d'autres chercheurs véritablement en regard ce que l'on a pu imaginer, les travaux qu'on a pu faire avec ce qui est fait ailleurs. Ça, c'est véritablement fondamental. Et ce n'est pas inné aux entreprises. Et c'est véritablement là le premier apport
que peut apporter un doctorant. C'est-à-dire, en définitive, les efforts qu'on va faire, est-ce qu'on va les faire alors qu'ils ont déjà été faits? Ça, c'est fondamental quand on est chef d'entreprise. Si ça a déjà été fait ailleurs, c'est un coup d'épée dans l'eau. La recherche de l'existant, la recherche de l'état de l'art, qui prend évidemment un certain temps, est une partie intégrante de la R&D. Il faut la respecter et elle peut avoir un apport considérable, véritablement, à l'innovation d'entreprise. Alors, après, on est beaucoup mieux armé. Lorsqu'on a passé un premier cap, c'est vrai qu'au début, la relation entre les universitaires et l'entreprise, c'est assez difficile parce que, encore une fois, les outils intellectuels ne sont pas les mêmes, les goûts ne sont pas les mêmes, on n'a pas forcément des domaines d'investigation comparables, mais je crois qu'il faut faire cet effort-là pour véritablement aller chercher, et c'est à nous de le faire, aller chercher véritablement des points communs, à échanger. Et quand on échange, on finit toujours par trouver, je crois. Donc voilà. Donc un docteur, c'est pas un mouton à 5 pattes. Vous pouvez très bien intégrer des doctorants qui ne resteront pas dans l'entreprise, qui resteront des chercheurs à vie. Très bien, ils ont passé 10 ans dans l'entreprise, il y en a qui ont passé 10 ans chez nous, qui nous ont beaucoup apporté. Ils sont partis ailleurs. Ils ont permis à l'entreprise de progresser à leur manière. Je crois qu'il faut être capable aussi de faire ça. Voilà. Merci Michel. Alors j'avais une question encore subsidiaire à poser qui était de savoir, faut-il être soi-même doctorant pour avoir l'idée d'embaucher un doctorant ou docteur, pour avoir soi-même l'idée d'embaucher un docteur? Est-ce que l'embauche de doctorants ou de docteurs, c'est réservé à des chefs d'entreprise qui sont eux-mêmes docteurs, ou est-ce qu'on peut penser à embaucher ou à recruter des docteurs, y compris quand on n'est pas soi-même docteur? Alors j'avais une petite aparté avec le président Fontanelle. Président, si vous pouvez nous dire, par exemple, chez vous, si vous avez l'idée, ou si l'idée vous a un jour traversé l'esprit d'embaucher un doctorant. Sincèrement, avant le 23 février de cette année, non. Voilà. Bon, l'entreprise Fontanelle, c'est une entreprise que j'ai créée en 63, qui s'est bien développée. Et quand j'écoute effectivement ces interventions, vous savez, quand j'ai voulu embaucher un cadre supérieur, un ingénieur, je me suis dit non, je ne le fais pas rentrer chez moi, il va me bouffer, quoi. Je ne pourrais pas rivaliser intellectuellement avec cet homme-là. J'étais sur une forme de réserve. Puis finalement, par opportunité, un ingénieur INSA qui a été formé ici même, et est venu à l'entreprise. Donc il est resté 7 ans, comme quoi on peut venir dans une entreprise et pas s'y installer à vie. Et on s'est remarquablement entendu. Bon, les raisons pour lesquelles il est parti, ça lui sont très personnelles. Et nous avons continué. Donc une entreprise où j'ai débuté tout seul. Aujourd'hui, il y a 12 ingénieurs. On a vu passer un centralien, un ingénieur des mines, un centralien, ingénieur des mines, et puis aujourd'hui, l'entreprise se trouve confrontée à ces problèmes de croissance. C'est une croissance qui était assez régulière, donc longue, mais nous avons quand même 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et j'ai découvert quand même que ces collaborateurs, c'est avec eux que l'entreprise a grandi. Alors effectivement, il faut savoir intégrer ce personnel-là, c'est un personnel de qualité. Et je pense aujourd'hui que, puisque Bernard Fontanelle, oui, moi, et puis mon principal collaborateur qui venait chez moi en 72 va quitter l'entreprise d'ici 2 ou 3 ans, je dis à mes fils qui continuent, oui, il faut peut-être prévoir des garçons, un ou deux hommes d'un autre niveau, et je pense, moi, pas un doctorant, mais un polytechnicien. Et je disais en aparté à Clairefort, nous avons, sur les 12 ingénieurs que nous en avons, je ne peux pas dire qu'il y en ait réellement un qui émerge. Voilà. Et c'est un petit peu, je suis un petit peu pas déçus parce qu'ils ont incontestablement, ils font bien leur job, mais je ne sens pas derrière, parce que ça c'est un élément aussi que le chef d'entreprise que je suis a envie de dire, je ne sens pas derrière cette envie de dépasser. Voilà. Alors peut-être, pour rien vous cacher, j'ai déjeuné récemment avec un polytechnicien, un garçon qui a 39 ans,
Et parce que j'ai senti qu'entre lui et moi, les choses se passaient bien. Mais il faut qu'il y ait un petit peu le supplément d'âme. Voilà, en soi, la formation, le diplôme pour un chef d'entreprise. Moi, je suis dans les sciences dures. Voilà, je suis un homme particulièrement pragmatique. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Voilà, on a besoin de sentir. Et c'est ce que j'ai senti en écoutant Claire Faure. C'est la raison pour laquelle je me suis peut-être pas très bien ce que j'ai fait, ce qui fait que j'ai un peu, et pardonnez-moi madame, mais je vous avais déjà écouté au MEDEF au début d'année. Voilà, on se pose toutes ces questions. Et quand on est dans la recherche, ce que j'ai senti dans les témoignages, c'est des garçons qu'on met un petit peu en liberté, voilà. Et on va chercher après, on va chercher ce qu'ils apportent à l'entreprise, alors que dans des entreprises comme la mienne, ces ingénieurs nous ont réellement apporté. On a pu aller sur des belles opérations. Aujourd'hui, on traite des opérations à 50 millions d'euros. Figurez-vous que moi qui ai débuté tout seul, aujourd'hui on est partenaire de Vinci pour construire le stade des Lumières. Bon, ben voilà. Mais on ne l'aurait pas fait avec les compétences de Bernard Fontanelle et de Walter Zekin. Nous étions pas assez formés pour ça. Donc merci à ces ingénieurs qui ont travaillé chez nous pour ce dossier et qui ont pu s'associer aux équipes de Vinci, où là-bas il y a du beau monde aussi. Voilà. Merci Monsieur Fontanelle. Donc il nous reste environ une vingtaine de minutes. Ce que je souhaiterais à ce stade, c'est vous donner la parole et que ceux d'entre vous, ou ceux d'abord de nos intervenants qui auraient des remarques complémentaires à formuler, qu'ils souhaiteraient faire, eh bien, ne se privent pas de les faire. Je ne sais pas. Est-ce que vous souhaitez rajouter un petit point ? Oui, moi je voulais juste rebondir donc, sur la question faut-il être docteur pour embaucher un docteur ? Alors je suis effectivement moi-même docteur, donc je recrute un docteur. Par contre, la décision de recruter avait été prise avant mon arrivée par des gens qui ne sont pas docteurs. Et puis, c'est pas parce que vous embauchez un docteur qui fera forcément l'affaire. Donc, on a un cas, on a embauché quelqu'un effectivement qui, du point de vue, qualité humaine vers l'entreprise, ne passait pas. Et il quitte la société donc de lui-même. Donc c'est pas le fait d'être docteur n'est pas un prérequis pour l'embauche, bien entendu, et c'est pas parce qu'on est docteur qu'on va nécessairement embaucher des docteurs. Le fait d'être docteur n'est une condition ni nécessaire ni suffisante pour être recruté. Par contre, un docteur peut être recruté par quelque entreprise que ce soit. On l'a vu tout à l'heure, que ce soit une PME ou une grande entreprise, que ce soit dans l'industrie, dans le commerce ou dans les services. Par contre, je crois qu'il y a une constante qu'il faut toujours rappeler, et je pense que s'il y a des doctorants dans cette salle, il faut qu'ils l'entendent, à savoir que l'entreprise recrute d'abord et avant tout une personnalité. Donc effectivement, si la personne est doctorante, c'est qu'a priori elle a une tête bien faite, mais ça ne suffit pas, encore une fois. L'entreprise regardera aussi la personnalité, et ce que vous venez de dire le confirme. Norma Serra, vous donnez la preuve aussi qu'il n'est pas nécessaire d'être doctorant pour recruter des doctorants, puisque vous-même, vous n'êtes pas ni doctorante ni thésarde. Non, effectivement, comme je vous disais en introduction, j'ai fait Sciences Po, donc rien à voir. Et c'est vrai qu'au départ, je pensais plutôt... J'étais ingénieur d'affaires chez IBM, et mon idée était d'embaucher plutôt des ingénieurs. Donc c'est vrai qu'on a d'abord... idée d'embaucher un petit peu ce qu'on connaît déjà, et ça a été quand même une démarche, j'ai dû être accompagnée pour aller chercher des docteurs. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que embaucher un docteur, c'est souvent un moyen d'élargir sa palette de recrutement et de sortir du système que l'on connaît trop souvent, du recrutement par clonage, on pourrait dire, qui consiste à embaucher l'équivalent, comme vous l'avez dit vous-même, de ce qu'on a connu. Et parfois, comme le disait Michel Grivel, d'ouvrir des horizons sur des profils nouveaux, des profils divers, qui viennent un peu oxygéner l'entreprise. Autre point que je souhaitais adresser aux éventuels doctorants qui seraient présents dans la salle, c'est de leur dire aussi que
ils doivent se familiariser avec le monde de l'entreprise. Et je crois qu'au moment de choisir son sujet de thèse, eh bien, c'est très important à ce moment-là de se rapprocher de l'entreprise. Et c'est ce que nous essayons de faire avec cette démarche, puisque nous constatons, hélas, trop souvent, que de jeunes doctorants s'engagent dans des parcours qui doivent les conduire à l'enseignement et à la recherche, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a que 20% d'entre eux qui pourront perdurer dans cette voie et que 80% d'entre eux, pour des raisons ne serait-ce qu'alimentaires, à un moment ou à un autre, seront amenés à se tourner vers l'entreprise. Donc, le message à faire passer aux doctorants, c'est aussi de leur dire qu'au moment de choisir leur sujet de thèse, eh bien, ils pensent à se rapprocher des entreprises et à voir ce que les entreprises peuvent leur proposer en termes de sujet de thèse, de façon à ce qu'ils planchent sur un sujet qui aura des possibilités et des chances d'atterrir concrètement sur quelque chose d'opérationnel, et pas de se lancer dans des sujets qui soient trop ésotériques au point de les déconnecter complètement de la réalité du monde de l'entreprise. Je crois que c'est aussi ça un peu le message. Claire, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça ? Oui, c'est vrai que c'est aujourd'hui fondamental d'avoir des doctorants qui soient quelque part, même si on ne leur demande pas d'être opérationnels et tout de suite, ou d'avoir une connaissance de la façon dont fonctionne une société, etc. Mais au moins d'avoir des problématiques qui se rapprochent des problématiques économiques des sociétés dans lesquelles ils veulent être intégrés, de façon à ce qu'en quelque part ils puissent se vendre auprès de ces entreprises, de façon à ce que, au final, leurs compétences soient une réelle valeur ajoutée pour la société, de façon à ce que voilà, tout à l'heure on parlait de rentabilité, ben c'est aussi ça la question, c'est aujourd'hui quelles sont les réelles problématiques de fonds qui vont permettre d'avoir une compétence et donc une valeur ajoutée pour l'entreprise. Voilà. D'où le rapport tout à l'heure avec les NTIC. Oui, je voulais simplement dire que s'il faut être docteur pour embaucher des docteurs, ben c'est pas la peine, on peut partir tout de suite, hein, parce qu'on est quand même là pour dire le contraire. Je voulais aussi dire que faire de la recherche et intégrer des doctorants, c'est quand même donner à sa PME l'idée qu'elle peut être une grande. Hein, elle est petite, mais elle a toute une grande. Quand on fait de la recherche, on peut se planter. Je veux dire, il y a quand même toute une panoplie d'aides, de soutien financier. Il y a le contracifre. Le contracifre, c'est quand même pas rien. C'est quand même une part importante de financement du ou des chercheurs. Il y a Oseo Innovation qui a repris l'ANVAR. Il y a des aides régionales. Il y a le FEDER qui subvention européenne. Donc on a la possibilité. On ne cherche pas évidemment à se planter, mais on est véritablement aidé. C'est-à-dire qu'en fait, le Oseo Innovation, l'avance qui est faite pour déclencher un programme de recherche qui a été accepté par Oseo, s'il n'aboutit pas, il n'est pas remboursé. Donc ça veut dire qu'il y a véritablement des choses qui nous mettent le pied à l'étrier, qui nous donnent cette possibilité et qui donnent à une PME tout à fait l'idée d'être une grande. Donc il ne faut pas s'en priver de ça, il faut vraiment y aller. Ça ne veut pas dire qu'il faut y aller comme ça, la fleur au fusil, sans vraiment réfléchir. Bien sûr, il faut réfléchir, bien sûr, il faut travailler sérieusement, mais quand même, voilà, il y a tout ça. Donc il faut y aller. Voilà. Je vais inviter Christelle Goutaudy à venir nous rejoindre et à venir clore cette table ronde en vous exposant d'une manière très concrète notre projet Doctor Entreprise 2012. Voilà, Claire, la parole est à vous. Merci. Moi je suis la seule universitaire à parler aujourd'hui. Vous l'avez compris, donc une des missions de l'université, c'est de former des doctorants, bien sûr, et le doctorat est vraiment donc un diplôme de haut niveau reconnu dans le monde entier, on l'a dit, mais c'est également une première expérience professionnelle. Et donc ce que nous essayons de promouvoir là dans notre dispositif avec le MEDEF, c'est que la thèse en entreprise, c'est vraiment un projet à trois, hein, donc l'entreprise, le doctorant et le laboratoire de recherche. Donc, ce qu'on vous propose dans la suite des événements, donc vous êtes ici aujourd'hui, les entreprises, vous êtes venus rencontrer des laboratoires de recherche. Donc si vous êtes venus rencontrer des laboratoires de recherche, c'est que vous avez un projet, une problématique quelconque, et
vous avez besoin donc d'un laboratoire de recherche pour l'accomplir. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de vous aider après, une fois que vous aurez exprimé votre problématique et à un laboratoire de recherche, ce qu'on vous propose, c'est de vous mettre en contact avec les futurs doctorants que vous pourrez embaucher pour réaliser donc, ce projet de recherche. Donc dans les semaines qui viennent, je pense qu'on vous recontactera pour vous demander si vous avez une problématique, si vous avez rencontré un laboratoire de recherche qui puisse vous aider à résoudre ce problème. Et en mars prochain, donc, nous organisons cette manifestation, donc le 28 mars, où nous vous mettrons en contact avec d'éventuels futurs doctorants. Donc pour ça, il va falloir que vous nous fournissiez des sujets de thèse, bien sûr, parce que pour faire venir des étudiants, il faut quand même qu'on ait des propositions de travail à leur faire. Donc vous serez sollicités dans les semaines qui viennent donc pour nous faire remonter ces propositions de sujets de thèse. Et si vous n'avez pas encore de laboratoire de recherche, pour vous aider dans votre démarche, on pourra également vous mettre en contact avec ces laboratoires de recherche. Voilà, je pense que c'est clair, on n'a pas tellement de temps pour continuer. Nous sommes, si vous avez des questions, nous sommes situés sur le stand A81, donc de l'Université de Lyon, et nous serons là pour répondre à vos questions et vous expliquer plus en détail donc, ce dispositif. Merci beaucoup et on vous attend donc nombreux pour la manifestation du 28 mars 2013. Merci.